Et à Jacques Villeneuve, quand on voit le film de votre vie, on a un peu l'impression que votre destin était, dès le départ, tout tracé. Est-ce que c'est votre opinion? Non, pas du tout. C'est sûr que quelque part, il y avait déjà une petite idée de base, mais je n'étais pas obligé de la suivre. J'ai fait ce que moi j'ai eu envie de faire, non pas ce que les gens pensaient que j'allais faire. À quel âge vous avez su que vous vouliez être pilote? Je l'ai toujours su. Il n'y a pas eu de... J'imagine quand j'avais 5 ans, c'était pour faire comme papa, comme tous les minots, mais bon, après ça, surtout après sa mort, je n'avais pas vraiment de point de mire. Donc ça a été une évolution que moi je voulais. Déjà, je faisais de la compétition en ski, donc il y avait un petit lien. Et j'ai Vous toujours n'aviez été... pas envie d'être champion de ski, vraiment? Non, non, j'ai toujours pris à la rigolade. Je l'ai jamais pris au sérieux parce que je savais qu'un jour je ferais de la course automobile. Le ski, c'était plus... C'est une certitude. Oui, oui, dans ma tête, c'était une certitude. En fait, j'y pensais même pas parce que un jour, je me suis dit, c'est bon, je serai pilote, et puis voilà. Donc, je suis sûr que si j'y avais pensé 5 minutes, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais dans votre enfance, vous avez suivi votre père au début dans les caravanes avec toute la famille, mais vous n'étiez pas vraiment baigné dans le milieu. Votre père était souvent pas là et vous n'étiez pas toujours dans les roues. Non, en fait, quand on allait au circuit, on était dans le motorhome et on n'était pas sur le bord de la piste. Donc, je jouais avec ma sœur dans le sable, on faisait nos bêtises. Et c'était un peu que quand Gilles rentrait, c'était un peu comme s'il rentrait du bureau. Donc, c'était pas... On n'était pas des fanats de course, c'était un métier comme un autre, et puis voilà, on ne voyait pas vraiment le vrai côté de la chose. Ensuite, en grandissant, l'école est devenue un petit peu plus importante quand même, et c'était important de rester à l'école. Mais vous aviez toujours en tête cette idée? Oui, oui, j'ai jamais pensé à faire autre chose comme métier, quoi. Enfin, pour l'instant en tout cas. Et la mort de votre père en Formule 1 vous a jamais posé une interrogation? Non, 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 j'ai toujours... De toute façon, personnellement, j'ai toujours vécu de cette manière, toujours en prenant des risques. C'est pas parce que c'est un métier qu'on prend des risques. Même quand on fait du ski pour s'amuser, on prend des risques. Donc, Oui, enfin, là, les risques sont quand même beaucoup plus élevés que... Oui, 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 mais c'est toujours repousser les limites, en fait. Et le risque lui-même, on n'y pense pas. Mon père a quand même fait beaucoup d'accidents. Et le seul où il s'est vraiment fait mal, c'est celui où il s'est tué. Donc, il était quand même heureux de son vivant. Il avait vécu pleinement. Et c'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, première saison en Formule 1, aucun pilote n'a réussi aussi bien que vous en Formule 1. Et on a encore l'impression, pourtant, malgré votre réussite exceptionnelle, que vous êtes un peu en marge du système. J'essaye pas de faire partie du système comme les gens l'entendent. Je suis moi-même. Et ça plaît ou ça plaît pas, ça je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mais pour moi, c'est important de rester soi-même à part entière. Alors vous avez une allure d'étudiant plutôt que de pilote de Formule 1 quand on vous voit comme ça. Vous avez une allure de quelqu'un de très sympathique et en même temps un petit peu solitaire, qui mène sa vie comme il le veut, alors qu'en fait vous êtes sur la piste, vous êtes plutôt un diable. Un diable, je sais pas. Bon, le look étudiant, c'est peut-être parce que les courses m'ont arraché aux études. Donc je m'y rattache comme ça, j'en sais rien. Non, je suis toujours resté assez gamin, à part quand je fais mon métier. Quand je fais mon métier, c'est sérieux. Vous êtes un autre homme quand vous faites votre métier. Oui, oui, c'est... Vous êtes d'une froideur et d'un réalisme. Il faut... Oui, quand on fait son métier, il n'y a que ça qui existe pendant ce moment-là. Une fois que je suis loin des circuits, loin des courses, ou même du travail médiatique qu'on doit faire par rapport au métier, là, je suis vraiment moi-même. Et je m'amuse de la même manière que je me suis toujours amusé, avec des petites bêtises. Alors les petites bêtises, c'est quoi? Vous faites beaucoup de jeux de rôle. Est-ce que vous pouvez expliquer? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est. J'ai essayé de l'expliquer à beaucoup de monde et en fait, je m'en mêle les pattes à chaque fois. Bon, c'est un jeu, oui, mais en fait, chaque personne vit dans la peau d'un personnage qui est représenté sur papier avec des chiffres et il faut le faire vivre. Et ce même personnage peut être joué pendant des dizaines d'années. Donc il n'y a pas vraiment de limite. C'est libre cours à l'imagination. Mais il y a quand même des règles de base pour donner une idée, parce que sinon ça partirait dans des directions incroyables. Mais est-ce qu'on joue toujours le même rôle? Vous êtes qui dans les jeux de rôle? en fait, moi, je ne suis pas un joueur, je suis plutôt le maître du jeu. Donc c'est celui qui fait oui, jouer tous les autres et enfin, un peu comme le metteur en scène. Et donc on voit le monde évoluer. Souvent, on a une idée précise de ce qui va se passer. C'est un monde virtuel. Un monde virtuel, oui. Un monde virtuel, mais imaginaire, dans la tête et sur papier. Et on voit le monde évoluer. On sait qu'il va évoluer d'une manière et finalement, les joueurs font quelque chose dans lequel le monde évolue dans une direction inattendue. Et donc, il faut toujours imaginer quelque chose de nouveau. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien, du plaisir. C'est tout, une satisfaction personnelle.
Les parties qu'on fait en général durent 14 heures à peu près. Donc c'est quand même. Vous jouez avec des amis, des copains? Non, pas Toujours les mêmes? nécessairement. C'est des amis et aussi des gens que je ne connais que par rapport au jeu. Donc c'est pas nécessaire d'être des amis. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le jeu, on ne s'appelle même pas par nos noms. Donc on est concentré à fond dans ce qu'on fait. Et puis bon, une fois que c'est fini, c'est bon, on coupe. Donc je pense que c'est un bon entraînement mental, comme pour en course. C'est utile dans la vie? C'est utile dans votre métier? Je sais pas, ça permet de déconnecter complètement. Ça permet de partir dans un monde imaginaire lointain. Donc ça nous coupe de la réalité. Je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans votre vie? C'est d'être champion du monde à Suzuka dimanche prochain ou c'est autre chose? C'est sûr que ça serait bien d'être champion du monde. Mais bon, j'ai 25 ans, c'est pas ma dernière saison de F1, j'aurai encore d'autres opportunités. Mais... On m'a dit, je vous interromps une seconde, on m'a dit que si vous aviez pensé un moment que si vous étiez champion du monde dès la première année, ce qu'aucun pilote n'a réussi, vous aviez pensé à arrêter. C'est vrai ou faux? Non, ça c'est faux. J'adore piloter, donc il n'y a aucune raison que j'arrête. Je suis encore jeune, j'ai plein de choses à faire encore en voiture. Donc non, ça c'est faux, je sais pas d'où ça vient. Mais bon, il y a beaucoup de mauvaises langues dans ce milieu quand même. Le plus important pour vous, c'est ça aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, mais ça c'est quand même court terme. Je pense que le plus important dans la vie, c'est quand même de vivre pleinement, d'être heureux et d'être propre avec soi-même, de ne pas se mentir à soi-même. Parce que bon, une fois qu'on commence, après c'est un cercle vicieux et ça n'arrête plus. Vous dites, bon, pas d'hypocrisie, mais vous êtes dans un monde qui n'est pas un monde où il n'y a que de la vertu. C'est un monde difficile, qui est très médiatisé. Les Grands Prix, c'est vu parfois par 500 millions de téléspectateurs. Donc il y a une pression très très forte. Comment vous arrivez à rester vous-même là-dedans? Parce que je sais pas, j'ai toujours suivi ma route. Donc quand je suis parti au Japon, c'était pas la chose à faire, soi-disant. Et bon, après, pour partir en Amérique, pour faire de la Formule Atlantique, au lieu de venir en Europe faire de la 3000, c'était non plus pas la chose à faire, mais visiblement, ça a bien fonctionné. Et de toute façon, je serais pas heureux en n'étant pas moi-même. On peut se forcer à être quelqu'un d'autre pendant un petit moment, mais au bout d'un moment, on dépasse sur ces limites-là et on n'est pas heureux, donc ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'influence sur vous aujourd'hui? Oui, quand même. Bon, déjà, Craig, mon gérant, Sandrine, ma copine, ça c'est normal, c'est les gens qui sont très proches de moi. Mais bon, c'est des gens qui ont une influence, mais c'est aussi parce que je veux bien qu'ils aient une influence, parce que je les laisse se rapprocher de moi. Si c'était des gens que j'aimais pas, avec qui je m'entendais bien, ils n'auraient aucune influence. Vous êtes maître du jeu comme dans les jeux de rôle? Je sais pas ça, non. Jamais pensé non, de ce côté-là. En fait, la plupart des gens qui sont proches de moi ont quand même des caractères très très forts. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un contrôle de ce côté-là. Alors pour être proche de vous, il faut vous suivre parce que vous n'êtes jamais au même endroit. Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez non pas un foyer parce que vous êtes célibataire, même si vous avez une amie encore, mais est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez chez vous? Parce que vous êtes d'hôtel en hôtel la plupart du temps. Il y a plusieurs endroits parce que même en grandissant, j'ai souvent déménagé. Donc j'ai grandi la plupart de mon temps à Monaco. Et je me sens assez chez moi là-bas. Et aussi, j'ai étudié pendant 6 ans, 5 ou 6 ans dans un internat en Suisse. Et vous étiez heureux à ce moment-là? Dans l'internat, oui. Oui, parce que c'est comme une mini-société. À l'intérieur de la grande société, on est tous les minots et le pouvoir, c'est les quelques surveillants. Et au milieu de tous ces minots-là, il y a les moutons et les quelques meneurs. Et en fait, on se fait sa propre vie. Pas vraiment des gangs, mais un peu comme ça l'est vraiment dans la société. Il faut faire son propre chemin. Et il faut utiliser les lois pour que ça joue en notre faveur. Et vous étiez comment à ce moment-là? C'est sûr que je n'étais pas un mouton, ça c'est définitif. Mais je sais pas, je me suis pas trop étudié de toute façon. Donc j'ai beaucoup de mal à me juger personnellement. Mais bon, je sais que je m'amusais beaucoup. Bon, à cet âge-là, c'est important, c'est normal. Et en général, c'est pas moi qui payais pour les bêtises, donc c'est déjà un bon signe. Comment vous faisiez? Je sais pas, je sais pas. En fait, il faut savoir quand s'arrêter, il faut savoir quand on a dépassé les limites, c'est tout. C'est comme sur la piste? Ouais, ben, en général, quand on dépasse les limites, c'est déjà trop tard. Ouais, c'est trop cher. Donc ce qu'il faut, c'est être capable de sentir lorsqu'on atteint la limite, et après ça, il faut être capable de s'arrêter là. Est-ce que vous vous sentez toujours très québécois? Ah oui, complètement. Mes souches sont québécoises et ça ne changera jamais.
À la maison, même quand on habitait à Monaco, on a toujours gardé l'accent et le côté québécois. Et était très l'accent, fort. vous le reprenez instantanément quand Ah vous oui, parlez oui, avec un Québécois? s'il y avait une personne québécoise à côté de vous, je parlerais avec les deux accents, comme si c'était une langue différente. Donc, par contre, je ne pourrais pas vous parler en québécois et je ne pourrais pas parler à l'autre personne avec l'accent français non plus. Ça, c'est peut-être parce qu'on a toujours gardé l'accent québécois très fort à la maison, mais on était un petit îlot québécois en France, en fait. En France, quand vous gagnez, on vous a un peu annexé aujourd'hui. Vous êtes quasiment un pilote français. Et puis quand ça va moins bien, on Ça, dit c'est parce que voilà, c'est parce que ça marche bien. Mais ça c'est partout pareil. On veut toujours se rattacher aux personnes qui ont du succès ou qui marchent bien. Et puis bon, dès qu'il y a un problème, par contre, on essaye de s'en éloigner. Mais ça, c'est quelque chose d'humain et c'est tout à fait normal. Alors, quelle a été l'importance de votre mère dans votre vie? Bah, énormément, comme pour tout le monde. Surtout, C'est un peu particulier quand même. bon, disons qu'on a quand même été élevé pendant un moment à l'internat. Donc, on voyait notre mère surtout en vacances ou pendant les week-ends. Donc, c'était plus, on voulait la voir les week-ends, comme ça on pouvait sortir du collège. À cet âge-là, c'était plutôt ça. Mais là où elle a été très importante, c'est qu'elle nous a laissé assez libres de nos choix, libres de faire nos propres bêtises et après de payer pour. C'est la meilleure manière d'apprendre. La mort de votre père a été évidemment un choc. Et Patrick Lemarié disait dans le documentaire que c'est peut-être pas tout de suite que vous avez réalisé ce que ça représentait. Non, sur le coup, déjà, ça faisait quand même 2-3 années qu'on était habitué à ne pas le voir souvent à la maison, hein, parce qu'il faisait beaucoup d'essais et parce qu'il avait beaucoup d'hobbies qui l'intéressaient. Puis nous, en plus, on était à l'école, donc on ne se voyait pas souvent. Donc, sur le côté vie, ça n'a pas fait beaucoup de changements à ce moment-là. C'était la veille de votre communion, je crois, la mort de votre père. Celle de ma sœur, plutôt. De votre sœur. Oui, celle de ma sœur. Et je crois qu'à cette époque-là de ma vie, j'avais plus besoin de ma mère que de mon père. C'est peut-être quelques années plus tard, j'aurais eu plus besoin de lui en vieillissant. Mais bon, ça je ne peux pas savoir puisque je ne connais que la manière avec laquelle j'ai grandi, donc je ne peux pas juger. Mais bon, je suis content de comment ma carrière, comment ma vie a progressé. Est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que ça vous a fait changer vous et en quoi? Bah, j'en suis sûr, mais je peux pas juger. Je peux pas juger parce que je me rappelle pas. Avant la mort de mon père, j'ai très peu de souvenirs. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli qui s'est fait automatiquement ou que je me suis forcé à faire, j'en sais rien. Mais bon, maintenant, c'est pas quelque chose qui me manque. J'y suis habitué en fait, on se fait des barrières et on forme son caractère avec avec tout ce qu'on grandit. On ne peut pas dire que toute expérience dans la vie, positive ou négative, nous donne ce qu'on a dans la vie. Donc quand les choses vont bien, il ne faut rien changer. Et vous avez beaucoup insisté quand vous avez démarré dans la Formule 1 et puis en IndyCar avant. Vous avez rejeté un peu toutes les questions qui tendaient à vous comparer à votre père. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose que je faisais moi-même. Je ne voulais pas marcher dans l'ombre de mon père. Je suis fier d'être son fils, je suis fier de ce qu'il a accompli et c'est une légende et ça le restera. Mais bon, en même temps, j'essaie pas de le battre, j'essaie pas de m'identifier à lui, j'essaie pas de continuer la lignée, comme beaucoup de gens voulaient le voir. Beaucoup de gens, tout ce qu'ils voulaient voir, c'était un deuxième Gilles. Et bon, ça je m'en fous complètement, c'est pas mon but. Mon but, c'est de vivre ma vie à moi. Quand vous franchissez la ligne en vainqueur, ça vous arrivait de penser à lui? Non, et la première victoire que j'ai eue aux États-Unis, on m'a mis un micro sur le nez, et la première question, c'était ça. Et j'étais un petit peu stupéfait. Parce que le travail, je l'ai fait avec l'équipe, on a travaillé fort. Donc la première pensée que j'ai eue, c'était pour l'équipe. Et de toute façon, je cours pour moi-même, déjà à la base. Alors comment vous gérez le danger et le risque? On n'y pense pas trop. En partie, parce que je me suis jamais fait mal, donc j'imagine que ça aide à ne pas y penser. Même si j'ai eu des gros accidents, en général, ça s'est assez bien terminé. On y pense quand on est en dehors de la voiture. Des fois, quand on fait un tour de circuit, on voit des murs qui sont peut-être pas au bon endroit. Et on s'imagine que oui, si on sort là, ça va faire très mal. Mais bon, une fois qu'on est dans le baquet, peut-être qu'on y pense pendant 5 secondes lorsqu'on se fait un travers à cet endroit-là. Puis après ça, vu qu'on a rattrapé la voiture, on a le sourire de toute façon. Vous n'avez jamais l'idée de la mort en tête? Non, ça m'est jamais arrivé. De toute façon, la mort, c'est quelque chose de naturel, donc faut pas en avoir peur. Et j'ai eu dans une de vos interviews, vous disiez, quand on vit très intensément comme moi ou comme les pilotes, ça fait partie de la vie. C'est un peu un lieu commun de dire, mais c'est un peu ce que vous pensez aussi. Oui, ça fait partie de la vie, ça arrive à tout le monde.
Bon, ça ne sert à rien de se précipiter dedans non plus. Mais bon, lorsqu'on pilote une voiture, on ne prend pas un risque sans contrôle. Je veux dire, on est quand même maître de sa voiture. C'est sûr que des fois, il peut y avoir un bris mécanique, un pneu qui éclate, mais bon, ça, on n'y pense pas. On est quand même assez maître de son destin au volant d'une voiture. C'est le pilote lui-même qui décide s'il va lever le pied ou pas. Donc, c'est la faute de personne d'autre. Par contre, lorsque le danger n'est pas entre mes propres mains, c'est là où je risquerais d'avoir peur plutôt. Quand vous êtes arrivé chez Williams-Renault en début de saison, vous avez été très clair, vous avez dit je viens là pour gagner. C'était votre premier contact, je crois, avec Damon Hill. Oui, c'était gonflé pour oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'ai la grosse tête ou qui se foutaient un peu de ma gueule parce que j'avais dit ça. Et bon, en fait, maintenant ils se rendent compte que j'avais pas tort. Je disais ça pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'avais confiance en mes propres possibilités, sinon je ne serais pas pilote. Aussi parce qu'on a fait beaucoup de tests, d'essais privés avant le début de saison, parce que je suis quand même venu en Formule 1 avec Williams-Renault, donc c'est quand même mettre les cartes de son côté. Je savais que la voiture était des bonnes performances, j'avais confiance en l'équipe. Et j'arrivais des États-Unis après avoir gagné la Formule Indy. Donc c'est pas comme monter une échelle et sortir de la Formule 3000 et devoir tout réapprendre. Est-ce que vous arrivez de craquer? Non, je crois que ça m'arrivait peut-être un petit peu la première saison, parce que c'était nouveau. C'était complètement nouveau. J'ai débuté en Formule 3 et j'avais pas fait de carte avant. Donc la compétition de ce côté-là. Parce qu'au début de votre carrière, vous n'étiez pas aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Ben non, mais il faut apprendre. C'est un passage obligatoire. En général, un pilote commence tranquillement, fait ses classes et personne ne sait qu'il existe. Et le jour où il commence à être performant, au bout de 2 ou 3 ans, ou peut-être moins, ça j'en sais rien, là les yeux commencent à se tourner vers lui. Par contre, lorsqu'on a un nom ou un attrait par rapport au public, même avant de commencer à piloter, le regard des médias et des gens sont déjà sur soi avant même d'être dans le baquet. Donc c'est sûr qu'à la première course, tout le monde s'attendait à ce que je gagne, mais bon, ça n'aurait pas été normal. Et vous avez fait deuxième? Non, non, même pas. Non, mais je parle de la Formule 1. Ouais. Formule 1, oui, mais bon, quand j'ai débuté, je crois que je ne me suis même pas qualifié à la première course. J'étais 1 seconde et demie de la pole et je me retrouvais dans les 30e. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient être autour de vous. Est-ce que vous arrivez à distinguer les faux amis des vrais amis? Assez. Les nouveaux amis sont très très rares. Et vous êtes très fidèle en amitié? Oui, oui, quand même. Oui, parce que c'est quelque chose qui... Ça fait longtemps que je connais, que j'ai des amis et ils n'ont pas changé. C'est quelque chose qui dépasse les... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de kilomètres qui peuvent nous séparer, qui peuvent séparer l'amitié. C'est quelque chose de très profond et très fort. Et sans que quelqu'un qui change d'amis très rapidement, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Est-ce que vous êtes croyant en une religion? Je ne sais pas. J'aime pas trop m'attarder sur ce sujet parce que c'est... Vous ne priez pas avant les courses? Non, pas de... non, j'ai pas de... Et vous n'êtes même... Pas de prière, pas de... Rien non plus pour que je fais une demi-heure en la course pour me donner confiance. Donc, voilà. Vous n'êtes pas superstitieux, alors, si je comprends bien? Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui est assez rare dans le... En fait, la superstition, c'est quelque chose de très mental. C'est juste une rassurance personnelle, tout simplement. Le problème, lorsque... Enfin, il n'y a rien de mal à avoir des superstitions. Le problème, c'est que si un jour, on ne peut pas avoir son bout de ficelle dans sa poche ou on ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, et ben, mentalement, on n'est plus capable de piloter. Et c'est là où ça devient un problème. Quand vous arrivez dans votre voiture, vous êtes différent des autres. La plupart des pilotes arrivent avant les Grands Prix où il y a des dizaines de caméras, d'appareils photo, sans casque, avec des combinaisons plutôt moulantes. Vous arrivez déjà casqué avec une combinaison qui est plutôt comme un sac pour être à l'aise. Je suis en course automobile parce que j'aime le pilotage. C'est pas pour être dans le public et pour être une star. Donc je vais porter ce qui est le plus confortable pour piloter. Même si j'ai l'air de porter un sac de patates, c'est pas important. L'important, c'est d'être bien dans son baquet, de pouvoir mieux piloter. Ensuite, c'est sûr que si on arrive sans le casque, c'est bien pour saluer la foule, pour faire des beaux sourires. Mais il y a tous les mécanos qui travaillent, on est un peu au milieu de tout le monde, et donc c'est pas pratique pour mettre son casque, tout simplement. Et aussi, l'autre truc, c'est que ça me prend quand même une bonne quinzaine de minutes pour me préparer, pour que tout soit parfait. D'accord. Et quand vous êtes arrivé en Formule 1 cette année, au début, on vous a regardé quand même, je crois que vous aviez un surnom, c'est Grunge. Je ne sais pas d'où ils ont pris ça. Grunge quelque chose. Vous laissez filer, vous n'écoutez pas, vous avez les... Oui, non. En fait, ça fait rire beaucoup de gens. Je dirais même que c'est quand même plus facilement accepté en Europe qu'en Amérique. En Amérique,
ils faisaient encore plus attention à l'apparence. C'était plus important. Donc je trouve ce côté-là quand même plus facile en Europe. Qu'est-ce que vous aimez le plus en vous et qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous? Ce que j'aime le plus, c'est peut-être d'être moi-même, tout simplement, d'être tranquille, d'avoir ma petite vie. Même si je fais ce métier qui demande beaucoup de temps, où en fait on est un personnage, on devient plus un personnage qu'un être humain, surtout aux yeux du public. En fait, on est un panneau publicitaire et voilà, ou un robot à la limite. Vous avez parlé de Sandrine, qui est votre fiancée. Bon, les pilotes se déplacent avec leurs femmes ou leurs fiancés ou leurs amis, et certains en ont beaucoup. Et vous, non, vous avez, votre fiancée n'est pas là. J'en ai qu'une. Vous en avez qu'une, et elle n'est pas avec vous, elle est à Montréal. Oui, non, elle vient quand même sur des circuits, surtout pendant l'été. Mais bon, c'est vrai que sa vie à elle aussi est importante, c'est normal. Et donc là, elle est en pleine étude et c'est important qu'elle ne rate pas ça. Bon, quand je courais aux États-Unis, c'était plus simple parce que les courses étaient pas loin du Canada. Mais bon, là, en étant en Europe, ça fait quand même des voyages assez importants. Mais bon, on espère qu'elle termine à Noël, donc ça sera plus facile après. À Suzuka, vous serez seul? Oui, 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 malheureusement. Mais oui, c'est dommage parce que c'est quand même un moment fort et important. Donc je serai seul. Non, il y aura Craig, mon gérant. Mais oui, c'est dommage que Sandrine ne soit pas là parce que c'est un moment fort et c'est important de partager ces moments-là. C'est un petit peu frustrant, non, de se retrouver seul le soir quand... Ou même quand on a avant, des temps très pendant forts, tout le ouais. week-end, ou même pour faire la fête le soir ou le lendemain. C'est dommage. Mais bon, quand on est assis dans sa voiture pendant l'heure et demie de course, ça on n'y pense pas. C'est quand on est en dehors de la voiture. La fête, vous la faites souvent? Non, pas souvent. Pas souvent. Faut pas que ça devienne une habitude. Bon, quand j'avais 17-18 ans, oui, comme tout le monde, je découvrais c'était quoi faire la fête. Donc à ce moment-là, oui, on se laissait un petit peu aller. Bon, après ça, la vie devient un peu plus sérieuse. Il y a des impératifs, le métier, et on commence à se calmer. Maintenant, quand je fais une fête, c'est avec mes amis proches et en général, c'est une bonne fête qui vaut la peine et on s'en souvient. C'est-à-dire? Ben, en fait, on se laisse aller, on fait les imbéciles. Bon, faire la fête, j'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi, tout le monde le sait. Mais en fait, faut pas non plus faire des choses qu'on regrette. Il n'y a rien de pire. Ce qu'il faut, c'est s'amuser, se laisser aller, tout en sachant que bon, le lendemain, même si on n'a pas bonne mine, au moins on est heureux. On n'a rien fait de mal, on n'a pas fait de bêtises. Vous avez un solide appétit aussi. Oui, ça c'est, je sais, j'ai peut-être un verre solitaire, je sais pas. Mais manger c'est très important. Quand Sandrine me voit et que j'ai pas mangé, elle m'interdit de lui parler jusqu'à ce que je mange parce que je suis vraiment insupportable. Et bon, ça je le sais, Et en fait, maintenant, ça devient une excuse assez facile. Vous avez deux passions, on peut vivre avec deux passions, parce que c'est une passion forte, bon, une passion amoureuse, et puis la passion de la Formule 1, ça bouffe beaucoup la vie. Oui, mais c'est un travail. C'est un travail, c'est un gagne-pain. Vous le prenez comme ça? Oui, c'est un travail. C'est sûr que j'adore piloter, mais la course automobile, c'est pas juste le pilotage, c'est tout ce qui est en dehors de la voiture aussi. Les médias, tout le travail commercial. Il y a beaucoup de contraintes Il y a beaucoup de contraintes. Franchement, qui vous agacent un peu. Oui, c'est sûr, parce que vous aimeriez bien. C'est pas ça que j'aime faire. N'avoir qu'à conduire. C'est sûr que souvent, on sait que là de plus, qu'on va faire du kart avec Patrick, par exemple, et d'autres potes. Et là, on s'amuse. C'est du pilotage et on s'amuse et il n'y a aucune contrainte. On s'attend. Donc c'est vraiment juste pour faire de la bagarre. Là, la course automobile, il y a de la pression. Parce qu'il faut avoir des résultats. Sinon, au bout de 2 ans, on ne vaut plus rien. Donc on oublie un peu le côté plaisir. Ce qui est dommage, mais bon, c'est normal, c'est un métier. Donc c'est un peu la même chose pour tout le monde. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de pilotes qui payent pour courir, on ne peut pas dire que c'est un plaisir. Vous ne payez pas, vous gagnez de l'argent. Est-ce que l'argent, ça change beaucoup de choses dans votre tête? Non, c'est juste que ça facilite la vie. C'est important parce que la société, on a besoin d'argent dans la société est étudiée comme ça. Et en fait, je suis pas... Ça vous sert à quoi? Parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un train de vie énorme. Non, j'ai pas des grosses dépenses. Vous n'êtes pas de jet set du tout, quoi. Pas trop de jet set, j'achète beaucoup de CD. Donc, oui, je pense. Un CD coûte pas trop cher, mais bon, j'en achète beaucoup. Donc, en fait, ça permet juste de faire des petits excès. À peu près, j'ai pas trop compté parce que c'est... mais bon, ça permet juste de sortir au restaurant, de se faire un voyage sans vraiment penser
Si on devrait le faire d'une autre manière pour économiser un petit peu, ça permet d'aller au supermarché sans trop faire gaffe au prix, juste d'acheter ce qu'on a envie et de vivre comme on en a envie. Je ne suis pas là en train de regarder En fait, je ne suis pas sûr combien d'argent j'ai dans mon compte en banque. J'y fais pas trop gaffe. Je sais que je dépense moins d'argent que ce que j'en gagne et c'est ce qui est important. Alors, qu'est-ce que vous faites dans les chambres d'hôtel quand vous ne tournez pas? Bah, pas grand-chose parce qu'on rentre le soir quand même épuisé. On a juste le temps de prendre une douche, aller manger et après on a peut-être une demi-heure ou une heure pour lire un petit bouquin. Rien de spécial. On n'a pas vraiment le temps de faire quelque chose de précis. Vous faites des jeux vidéo, de l'informatique? À la maison, à la maison. En fait, j'adore l'informatique. Bon, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, ça quand j'étais plus petit, mais en vieillissant, c'était aussi l'intérêt purement ordinateur, programmation. Bon, j'ai pas vraiment le temps d'en faire, mais c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'attrait. C'est intéressant. On voit d'une certaine façon les jeux de rôle. Vous aimez en fait, le monde virtuel vous intéresse presque plus que le vrai monde? Non, les deux. Il faut un bon mélange des deux. Le faux monde ou le monde virtuel, ça permet après d'avoir un meilleur regard sur le vrai monde. Parce qu'on revient, faut quand même avoir les pieds sur terre, mais après, faut rêver, faut partir loin. Vous n'avez pas l'impression parfois de vivre dans une bulle par rapport au monde, justement? Peut-être un petit peu. C'est vrai que quand je rentre chez moi après une course... Vous regardez les infos? Non, jamais. Les infos, non. J'ai jamais regardé les infos. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a jamais intéressé. Est-ce qu'il se passe dans le monde, alors? Je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde. Vous vivez vraiment hors du monde? Oui, non, je suis d'accord que c'est peut-être pas bien, mais je trouve que, de toute façon, souvent dans les nouvelles, c'est un peu démesuré. Il y a des trucs qu'on voit pas assez, il y a des trucs qu'on voit trop. Et il suffit que quelqu'un voit quelque chose, touche à quelque chose, pour qu'après tout le monde se rabatte dessus. Alors qu'en fait, il y a d'autres trucs importants qui se passent. Et ça, on n'en entend jamais parler. Donc, ça m'intéresse pas trop. Alors, le lendemain de votre victoire à Estoril, qui était une très très belle victoire, moi j'ai passé la journée dans votre foulée, vous étiez à la une de tous les journaux du monde. Hein. Vous n'en avez pas regardé un. Ça, j'ai jamais vu ça. Non, si ça me tombe sous la main, je vais le regarder, et comme ça, mais en général, non, je vais pas être là en train de courir à gauche, à droite pour savoir ce qu'on a dit sur moi. Je sais ce que j'ai fait, je sais le travail que j'ai fait, j'en suis satisfait, voilà. Si les gens écrivent du bien, tant mieux. S'ils écrivent des trucs négatifs, bah, c'est des cons, voilà, c'est simple. Vous ne regardez pas? Non. En fait, quand je regarde, c'est plutôt pour voir ce qui se passe dans les autres disciplines, pour voir un peu ce qui se passe en Formule Indy, par exemple. Parce que, bon, mais ce qui s'écrit sur vous, non? Si, je le lis vite fait. Ouais. Je le regarde, je regarde plus les photos. En fait, ce qui est intéressant à lire, c'est plus quand il y a quelque chose s'il y a une photo d'un travers ou quelque chose comme ça. Technique, qui voilà. peut vous apporter quelque chose. Non, c'est plus une fierté. C'est une fierté personnelle de savoir qu'on a fait un beau travers et qu'on a gardé la voiture sur la piste. Donc ça s'arrête là. À Estoril, en doublant Schumacher dans le virage, vous êtes entré vraiment dans l'histoire de la F1. C'est une image ça c'est le genre de moment dans une carrière ou sur une course qui reste. C'est ce moment-là, plus que la ligne d'arrivée. Alors ces moments-là, ils sont prémédités ou c'est sur le coup, vous dites là je vais le faire? Bah, c'est assez sur le coup. On passe quand même quelques tours derrière notre pilote, on réussit à juger ses points forts, ses points faibles sur tel circuit. Et là, on voit, dès qu'il y a une porte ouverte, il faut y aller. Il faut être capable de calculer le risque. Mais personne ne l'avait fait à cet endroit-là. Non, peut-être que personne n'avait eu l'occasion, j'en sais rien, mais bon, je pense que l'expérience sur les pistes ovales m'ont beaucoup aidé pour cet endroit-là, parce que c'est le genre de dépassement qui arrive souvent sur les pistes ovales, qui sont quand même plus adaptées à ce genre de dépassement. Mais on m'a dit que dès le matin, vous aviez quand même prévu de le tenter. Oui, j'y avais pensé avant d'arriver, parce que c'est un virage qui me rappelait les pistes ovales, et j'en avais parlé à l'équipe avant, plus en rigolant qu'autre chose. Mais bon, les réponses étaient... Ils espéraient que je le fasse juste pour voir si ça passait ou pas, mais bon, ils s'attendaient... Ça, c'est un coup de garnement, ça. De garnement, je sais pas, mais bon, c'est là le plaisir de piloter, c'est là le plaisir de la compétition, c'est quand on peut faire des trucs comme ça, et quand ça passe, et on est fier. C'est un moment fort, le cœur bat fort, il y a de l'adrénaline, et on sait qu'on a fait quelque chose de bien. À quel moment vous sentez dans une course que ça va aller ou que ça ne va pas aller? Avant la course, vous avez déjà une intuition? Petite, minime, parce qu'on on sait comment la voiture se comporte. On a fait les essais le matin avec le plein d'essence, donc on a déjà une idée de la compétitivité du pilote et du matériel. Mais
je sais pas, des fois on se sent mieux que d'autres, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on se rend dans la course, tout peut changer en l'espace de 5 minutes. Parce qu'on on peut pas prévoir ce que les autres pilotes vont faire. Que pensez-vous de Damon Hill? C'est un très bon pilote. C'est difficile de juger les autres pilotes parce qu'on n'est pas avec eux dans leur voiture. On ne sait pas comment ils tiennent leur volant, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Donc c'est très difficile à juger, mais Damon est très très rapide, surtout lorsqu'il est seul en tête. Lorsqu'il est en bataille, d'après ce que j'ai remarqué, il a un petit peu plus de difficultés. Michael Schumacher? Pilote très agressif. J'avais une moins bonne opinion de lui avant d'arriver en F1 par rapport à ce que j'entendais dans les médias, des choses qu'il ne faut jamais faire, mais bon, tout le monde tombe dans le piège, même quand on le sait, et par rapport à ce que je voyais à la télé. Mais bon, avec moi, il a toujours été très propre. Il y a eu des bonnes bagarres, on s'est battu 3 ou 4 fois cette saison, et ça a toujours été très propre. Ça a toujours été très serré, très proche, et une petite erreur aurait coûté très cher à nous deux, et ça s'est bien passé. Donc, mon estime a quand même beaucoup augmenté par rapport à lui. Quand vous êtes en bagarre avec un pilote comme Schumacher, et qu'effectivement, à 1 centimètre ou 10 centimètres près, ça peut être terrible, comment vous vivez ces moments-là? Mais en fait, déjà, Vous occultez le danger? Oui, ça c'est sûr que... Déjà, au départ. Le danger, on n'y pense pas. Si on commence à penser au danger, à avoir un petit peu peur, ça nous bloque. Ça nous bloque et nos mouvements deviennent saccadés, on est plus libre, on n'a plus les sensations. Donc on pilote beaucoup moins bien, on va ralentir 1 ou 2 secondes autour et on risque de se sortir assez facilement. Donc ça c'est vraiment une chose à ne pas faire. Et, ça ne m'est pas arrivé. Mais bon, le jour où ça m'arrive, je vais commencer à me poser des questions. Mais on ne pense pas non plus à l'autre pilote. On pense plutôt qu'on a le droit d'être là, on fait ce qu'on a à faire. Et l'autre, s'il fait ce qu'il est supposé faire, tout va bien se passer. Et pour être le meilleur en F1, il faut occulter le danger. C'est impératif. En fait, il ne faut pas se forcer à l'occulter. Parce que déjà, si on y pense et après on se force à l'occulter, c'est qu'il est là. Donc c'est quelque chose. Il faut que ça soit naturel. On ne peut pas se forcer. Est-ce qu'il y a un pilote qui vous impressionne? Non, je ne sais pas. C'est difficile à juger parce que je fais partie de tous ces pilotes-là et j'ai grandi dans ce milieu. Donc j'ai jamais été un fan devant ma télé en train de regarder les courses en espérant un jour en faire partie du milieu. Donc ça a toujours été un milieu normal. Peut-être qu'on peut dire Prost par exemple, parce que d'habitude... Plus que Senna? C'est différent, c'est différent. Ce que je voulais dire, c'est que en général, lorsqu'on est populaire comme Prost, en général, c'est après sa mort. Donc je pense que c'est le seul qui est resté populaire comme ça et toujours vivant, donc c'est quelque chose de formidable. Alors, dans 48 heures, au moment où on va diffuser cette émission, ce sera Suzuka. Vous pensez que vous serez champion du monde à Suzuka? J'y pense même pas. Je m'y attarde pas. Je suis pas en train de me dire, je vais l'être, je vais pas l'être. Je sais pas, on verra. Moi, je pars là-bas en sachant que j'ai une chance de pouvoir l'être, donc je vais attaquer. Je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté, bien travailler pendant le week-end et faire ma course. Tout ce que je peux faire, c'est gagner. Il n'y a aucun autre choix. Ensuite, ce qui se passe avec Damon, ça on verra, je ne peux pas prévoir. Parce que si c'était une course où tout ce qu'il fallait, c'est que je batte Damon, ça serait différent, il y aurait plus de pression. Mais là, je dois faire ma course et après, on verra ce qui se passe avec Damon. Vous avez un pourcentage de chance que vous pouvez évaluer? Il est quand même minime. Il est très petit parce qu'on a quand même une très bonne voiture. Le championnat n'est pas très serré avec les autres voitures. Donc même si on a un mauvais week-end, bon, Damon risque de se retrouver au pire 4e s'il ne fait pas d'erreur. Donc il faut à tout prix qu'il fasse soit une erreur ou qu'il y ait un bris mécanique pour que j'ai une chance. Et psychologiquement, avant la course, la course commence déjà entre vous deux. Est-ce que... Non, pas vraiment. Pendant le week-end, oui. Lorsqu'on fait l'épreuve de qualification. Est-ce que ça se joue vraiment que sur la piste? Ah oui, ça se joue que sur la piste. Pas avec tous les pilotes. Il y avait des pilotes qui font des jeux mentaux après dans les médias, qui utilisent les médias pour critiquer un pilote juste pour mentalement le détruire. Parce que je trouve ça ridicule. La vraie bataille, c'est sur la piste. Bah, vous, on risque pas de vous détruire dans les médias parce que vous ne lisez pas les journaux. Non, mais il y a toujours les quelques imbéciles qui viennent pour nous les raconter dès qu'il y a un truc comme ça. Donc même si on ne les lit pas, on finit toujours par savoir ce qui s'est dit.
Est-ce que vous avez conscience d'être aujourd'hui un héros moderne de votre génération? Non, je ne suis pas un héros. Je vais pas sauver le monde d'une catastrophe, je ne suis pas un héros. Non, mais vous faites un sport qui est un des plus médiatisés sur la planète. Oui, mais c'est pas Vous pour avez ça qu'on 25 ans, c'est votre pas pour première ça saison en Formule 1, ouais, vous avez déjà gagné pas des pour ça qu'on est un 4 héros. grands prix, vous pouvez être champion du monde dès la première année. Aucun pilote n'a été dans n'a eu cette Je sais réussite. pas, moi, je le vois pas comme ça. Faut juste y aller, il faut juste se lancer à fond et savoir qu'il faut avoir confiance en soi-même. Mais bon, de là dire qu'on est un héros, non. Peut-être que oui, ça fait rêver des gens devant leur écran. Ce côté-là, je le comprends. Mais bon, ça n'a pas une influence sur le monde quand même. Ça a une influence sur les gens, mais pas sur le monde. Mais quand on vous voit calme comme ça, très raisonné, c'est vrai que quand vous êtes dans la voiture, il faut être entre guillemets, un tueur. Non, je suis pas d'accord. Faut pas être un tueur. C'est plutôt le contraire. Les meilleurs combats, je pense, sont entre amis. Parce que c'est là où il y a le meilleur respect, c'est là où on sait que l'autre pilote va pas nous foutre un coup de roue pour nous envoyer dans le décor. Et je pense que ce sont là les meilleurs combats. Mais ça, c'est une belle vision, mais c'est peut-être un non, petit c'est peu pas naïf. comme ça pour tout le monde. C'est un peu Mais naïf, bon, non? c'est comme ça que moi je vois la course, Ouais. et c'est comme ça que je prends mon plaisir. Et je sais que j'ai une idée de base de quels pilotes sont comme ça et lesquels ne le sont pas. Si on est tueur, on va faire des trucs dangereux. On va mettre un coup de frein devant l'autre pilote juste pour le ralentir, on va lui donner un coup de roue, et ça devient dangereux, et c'est pas un beau combat. Alors Jacques Villeneuve, on l'a vu dans le documentaire, après le Grand Prix d'Estoril, vous avez fait vos débuts d'acteur dans une pub avec Étienne Châtillier. Est-ce que vous y avez pris du plaisir? Oui, beaucoup de plaisir. Mais bon, au début, quand je suis parti là-bas, c'était plus un boulot qu'autre chose. C'est pas un milieu que je connais. Mais bon, j'étais très content de travailler avec Étienne parce qu'il fait bien travailler. C'était amusant de faire ça, donc c'était une bonne expérience. Et puis bon, aussi, j'ai bien aimé ses films, donc c'est bien de pouvoir travailler avec quelqu'un. Surtout que c'est un milieu que je connais pas. Donc si je regarde des gens vers le haut, comme des fois on me demande s'il y a un pilote qui m'impressionne, c'est plutôt ces gens-là que je vais regarder avec cet œil-là. Donc oui, non, c'était très positif. Et si ça avait été avec quelqu'un d'autre, je suis sûr que ça aurait pu être très négatif et ça se serait mal déroulé. Et l'effet qui va en sortir va être beaucoup mieux parce qu'on a bien travaillé. Donc quoi qu'on fasse dans la vie, ça dépend beaucoup des gens avec qui on le fait. Dans votre caractère, qu'est-ce que vous avez d'excessif? Assez intransigeant. Intransigeant, plus depuis que le métier devient de plus en plus important. Quand je suis chez moi tranquille, moins, mais bon, quand je suis en train de travailler pendant un week-end de course, en général, il faut que les choses soient comme j'en ai envie. Pendant le week-end de course, j'ai pas envie d'attendre pendant une demi-heure pour aller Maître manger, du des jeu. trucs comme ça. Voilà, mais pendant le week-end de course, parce que c'est là où je fais mon métier. Et donc je suis assez intransigeant de ce côté-là et sur l'effort que les autres font, les gens avec qui je travaille. Donc non, j'accepterai pas que quelqu'un fasse à moitié son travail, ça c'est sûr. On va voir maintenant un film que vous aimez bien, qui passe pour la première fois sur Canal, Pulp Fiction. Je crois que ça fait partie des films que... Oui, pour vous qui comptent. en fait, il y a deux films qui m'ont vraiment beaucoup marqué, un c'est Pulp Fiction et l'autre c'est Les Visiteurs. Les Visiteurs, parce que c'est Moyen-Âge, C'est un mélange de tout. Vous aimez le Moyen-Âge? Oui, j'adore le Moyen-Âge, mais pas le vrai Moyen-Âge, le Moyen-Âge fantaisiste. Voilà, celui qu'on retrouve dans les romans avec les monstres et les dragons et tous ces trucs-là. Donc c'est pas le vrai. Mais j'apprécie le côté, tout le monde se retrouvait autour d'un feu de camp, prenait un poulet sauvage et le mangeait avec les mains, donc ce côté très terre à terre. Et Pulp Fiction, qu'est-ce qui vous plaît dans le film? C'est l'humour noir. L'humour noir, et en fait tous les dialogues, je l'ai vu en anglais, donc je ne sais pas si c'est la même chose en français. Tous les dialogues, même les mises en scène, ça, c'est un gros humour noir qui peut faire rire pour plusieurs raisons différentes. Et je suis sûr que tout le monde ne rit pas pour les mêmes choses. Et tout est très intellectuel. Peut-être pas ce qui est présenté, mais de la manière que ça a été mis en place. Comment vous vous voyez à 50 ans? Aucune idée. Heureux. Mais à part ça, je ne sais pas. Dans quelle activité? Pas en course automobile, ça. Le jour où j'arrête de piloter, je crois que je me tiendrai quand même assez loin de la voiture, de la course automobile, peut-être en musique, en informatique, je sais pas. Mais bon, dans 25 ans, le monde aura tellement évolué qu'il est impossible de savoir ce qu'on va faire. Avec beaucoup d'enfants? Des enfants, beaucoup, je sais pas. Oui, mais des enfants, ça c'est sûr.
Bien, merci Jacques Villeneuve de nous avoir accordé cette interview, parce que vous ne le faites pas très très souvent, de parler longuement comme ça de vous-même. Non, surtout que c'est pas le côté plaisant du métier. Mais bon, ça dépend des entrevues. Il y a des interviews qui sont vraiment ennuyantes parce que c'est le journaliste qui cherche la petite bête, ou sinon qui pose 20 fois la même question. Et ça devient très ennuyant. Mais bon, des fois, il y a des entrevues qui partent dans des directions inattendues et ça devient intéressant. Merci. 1, 2, 3, 4.